Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Il y a plus de 60 ans, la plupart des colonies françaises d'Afrique subsaharienne accédaient à une prétendue souveraineté internationale. En fait, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1960, 17 pays, dont 14 sous administration française, obtiennent leur indépendance. Pour Kémy Séba, ces indépendances octroyées par la France n'étaient autres que de l'arnaque, une vraie roublardise. Mais pourquoi ces indépendances sont perçues comme fausses par les Africains? Qu'est-ce qui fait problème? Suivons maintenant le décryptage de la situation par Kémy Séba qui est sur le plateau de Vox Africa. Suivons. Comme des lettres jetées à la poste, le général de Gaulle distribua aux pays africains dits francophones leur accession à la souveraineté politique internationale. 6 décennies plus tard, ces derniers, entre euphorie, scène de liesse populaire et balbutiements politiques, ne semblent toujours pas avoir atteint le plein état de liberté, de souveraineté et d'autodétermination tant espéré à l'époque. L'on est en droit donc de se demander si ces indépendances sont une réalité ou juste de la simple poudre aux yeux. De toute façon, entre réalité et l'heure, notre fidèle chroniqueur géopolitique nous situera beaucoup plus dans un court instant. Alors, Kémy Séba, quel regard avez-vous sur les indépendances africaines et surtout leurs célébrations qui courent actuellement un peu partout? Ma chère Maoulé, rebonsoir. Mon cher Senami, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices qui nous regardent sur le continent, chaque fois plus nombreux, et qui font de cette émission l'une des émissions politiques africaines les plus regardées. Et dans la diaspora aussi. C'est vrai, en Afrique francophone, et comme le dit mon cher Senami, dans la diaspora. Tellement de choses à dire que je me demande sincèrement si nos 26 minutes seront suffisantes, mais on va essayer de faire du mieux que nous pouvons. Moi, quand on me parle d'indépendance, j'ai tendance à penser logiquement autodétermination, liberté de penser, la possibilité de gérer sa propre économie, la possibilité de gérer son propre espace. Mais quand on regarde les choses telles qu'elles sont, on va avoir l'occasion de les énumérer, on observe avec objectivité et démonstrabilité, comme on le fera d'ici peu, que évidemment indépendance il n'y a pas. Mais je pense que je vais prendre beaucoup de gens à contre-pied ce soir, parce que on a réussi à faire en sorte, je pense que je fais partie de ceux qui ont grandement réussi à faire ça, que le discours anticolonialiste devienne répandu au sein des masses d'Afrique francophone, ou d'Afrique de la zone franc, parce que même francophone, il faut toujours relativiser. Mais on ne peut pas critiquer le système colonial sans critiquer l'autre facette qui permet au néocolonialisme de dominer. Mais avant toute chose, vous avez parlé dans votre magnifique introduction tout à l'heure du général de Gaulle qui a distribué les indépendances. Quand vous menez une guerre et que votre ennemi vous distribue les médailles, c'est que vous avez perdu le combat. Vous n'avez gagné à aucun moment. Il faut qu'on soit capable de le dire. Moi, quand je vois le président Patrice Talon célébrer à la télévision d'État les indépendances, je suis obligé d'avoir la sensation que je regarde un sketch de la République du Gondwana. Sauf qu'au moins Maman est payé pour ça. Le président Patrice Talon, lui, est censé être le représentant d'une nation. Il connaît son état politique, la situation sociopolitique et structurelle dans laquelle elle est. Nous ne sommes évidemment pas indépendants. Nous sommes assujettis à la question du franc CFA. Nous sommes assujettis au sujet des accords de coopération qui sont en réalité des accords de recolonisation. Il faut qu'on puisse être capable de le dire. Mais là où je m'inscris, entre guillemets, en faux par rapport au discours dominant, c'est sur la nécessité, qui à mon sens n'est pas assez prise, de prendre nos responsabilités. La France agit, et encore la France, le prolétariat français n'a strictement rien à voir avec ça, parce que le prolétariat français est paupérisé, souffre profondément, pas au même niveau que le prolétariat africain, mais il souffre. Et c'est le président Thomas Sankara qui disait que les prolétariats d'un côté seront toujours solidaires des prolétariats de l'autre côté. Et c'est le propos que nous disons ce soir. Mais l'oligarchie financière, bien souvent apatride, mais qui peut se trouver dans la circonférence française, elle est dans un processus colonial, mais elle agit en étant en concubinage incestueux avec l'oligarchie africaine.
Et donc, je ne peux pas en vouloir au vautour d'agir comme un vautour. Mais je peux en vouloir au lion de défendre sa maison comme un caniche. Le principe structurel de la servitude volontaire, il faut qu'on soit capable d'en parler. On va pas tout le temps dire « Ah, le blanc ceci, le blanc cela ». À un moment donné, il est temps qu'on porte, excusez-moi, je vais le dire avec poésie, mais nos testicules. J'ai été mis en prison au Burkina Faso quand je disais « Il faut qu'on reprenne ce que nous avons dans le pantalon ». Ça n'a pas plu à nos dirigeants. Mais c'est pourtant la réalité. L'impérialisme français a besoin des ressources sur le continent africain. On le sait. On ne va pas demander à un vautour d'agir comme un pigeon. Mais on doit par contre demander au lion de cesser d'agir comme un caniche, ou un labrador, ou un chihuahua. Je fais la pub des chiens en plus. Chiens que connaissent bien nos présidents africains. On doit avoir la dignité et l'intégrité politique et morale d'interroger, de questionner, pour ne pas dire de secouer médiatiquement et politiquement ceux qui sont les premiers responsables de ce qui nous arrive, en l'occurrence nos présidents. Oui, l'ennemi qu'est l'oligarchie apatride occidentale, et plus particulièrement l'oligarchie française, est puissant. Il dispose de moyens coercitifs illimités. Nous le savons, nous le constatons. Mais qu'est-ce que nos dirigeants aujourd'hui font pour résister face à cette situation? En Afrique francophone, je suis obligé de mettre ma main et de regarder. Je mets la loupe pour agrandir. Mais je ne vois pas de changement profond. Dire cela ne signifie pas qu'il n'y a que de la mauvaise volonté parmi nos dirigeants, parce qu'il faut qu'on soit aussi capable d'avoir une analyse équilibrée. Quand vous discutez avec beaucoup de directeurs de cabinet d'un certain nombre de chefs d'État, que je ne citerai pas pour ne pas leur faire perdre leur emploi, mais qui viennent vers nous, entre guillemets, les subversifs médiatiques, mais dont ils ont bien besoin de nous quand il s'agit de comprendre les motivations de la jeunesse africaine, nos revendications sont beaucoup plus entendues qu'on ne peut l'entendre. Mais à la tête de l'État, certains font le choix de maintenir le statu quo, parce que le statu quo bénéficiera toujours aux bourgeoisies qui ont fait fortune dans le cadre de ce système néocolonial. Il y en a qui ont peur que si on change, on quitte la plantation, il y a une dévaluation par rapport à leurs ressources, par rapport à leurs richesses, parce que c'est aussi ça, le système de la zone franc. Et donc, est-ce qu'il y a indépendance en Afrique francophone? Non. Il n'y a pas indépendance. Certains, je parlais avec une sœur amie qui travaille à la BBC Afrique, et qui me disait que aujourd'hui on est en train de voir certains présidents d'Afrique francophone, plutôt que d'aller au clash frontal sur le processus de l'autodétermination, songer à aller de la zone francophone à la zone anglophone. Certains pays d'Afrique francophone, comme le Gabon notamment, veulent aller vers le Commonwealth. Alors, est-ce que aller d'une zone culturelle exogène à une autre zone culturelle exogène, c'est ça le processus d'autodétermination? Je ne pense pas. Mais je tends l'oreille quand même à ce qui se fait. Et nous reconnaissons sur ce terrain-là que certains, sans avoir le courage d'être dans le frontal, se disent que peut-être on peut essayer de les dribbler en allant dans d'autres zones. Toujours est-il que le processus d'autodétermination n'est pas effectif. Il est très effectif au sein des populations. On le voit en Centrafrique, on le voit au Mali, on le voit au Burkina Faso, on le voit au Sénégal, on le voit au Bénin. En Côte d'Ivoire. Pas à la Marina, hein, mais ici. Au Côte d'Ivoire, on le voit sur un segment de la société, non négligeable. Et tôt ou tard, on le verra dans toute l'Afrique francophone. C'est l'objectif. C'est la mission de notre vie. Mais il faut qu'on arrête d'accuser le mal d'agir comme le mal, mais qu'on condamne ceux qui devaient agir bien et qui se comportent comme les esclaves, pour ne pas dire les collaborateurs du mal. Une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Arrêtons de scander notre état de victime et comportons-nous comme des entités qui veulent retrouver leur liberté sans la mendier. Voilà ce que j'ai à dire en guise d'introduction réflexive. D'accord, Monsieur Kémy Séba. Bon, lorsque vous demandez à nos dirigeants de cesser, enfin, d'afficher vraiment une réelle détermination anticoloniale,
donc des velléités souverainistes. Est-ce que quelque part, c'est pas les envoyer à l'abattoir, à la Sankara, à la Lumumba, à la Marion Gouabi au Congo, etc. Est-ce que c'est pas leur demander quelque part d'aller au suicide que de le faire? Vous avez l'impression que moi je suis un suicidaire? Pas moi, forcément, pas ma personne, mais nombre de nos téléspectateurs le disent. Ah bon, il y en a beaucoup. À travers les commentaires sur votre chaîne officielle YouTube. Oui. Certains vous considèrent comme un suicidaire. Hein. Et beaucoup d'autres nous considèrent comme des résistants. C'est important aussi de le dire. Vous savez, quand on parle de l'abattoir, on parle de la fin de ces gens. Ces gens-là sont morts, n'est-ce pas? C'est un drame de mourir. Mais vous n'allez pas mourir. Nos présidents, juste pour ah bon, tout le monde ne veut pas mourir précocement. Non? Il y en a qui vont mourir parce qu'ils auront trop collé la petite. Peut-être ils seront morts avant d'autres qui mourront à 70 ans. Il y en a qui vont mourir d'un accident de voiture. Il y en a qui vont mourir comme les Ahmed Bakayoko qui pourtant ne sont pas rebellés contre l'impérialisme. Loin de là. Même si Ahmed était beaucoup plus proche du peuple, et je sais de quoi je parle, que son président Alassane Dramane Ouattara. Petite pichenette pour lui. Mais il est important qu'on puisse rappeler les faits. Nous allons tous mourir. Il faut aussi, à un moment donné, qu'en Afrique, on se rappelle l'ordre des priorités. La question n'est pas savoir si on meurt ou si on ne meurt pas. Nous mourrons tous. Je ne le souhaite pas. Je veux que, Senami, vous viviez le plus longtemps possible. Puisque je sais que l'homme noir, plus il vieillit, la femme noire, plus ils vieillissent, plus ils sont beaux. Vous êtes déjà beaux, hein, je ne dis pas le contraire. Mais vous le serez encore plus demain. Amen. Je l'espère. Et le but, c'est que vous ayez des enfants. Voilà. Mais peut-être que vous allez mourir avant moi. Qui sait? Maoulé, la sublime Maoulé que vous êtes, j'espère que vous aurez des petits-enfants. Amen. Mais peut-être, et je prie pour que non, mais que Dieu décidera que vous partirez avant moi. Donc la question n'est pas de savoir si on va mourir ou pas. La question est de savoir qu'est-ce qu'on va faire pendant qu'on est vivant. Est-ce qu'on vit comme des esclaves ou on vit comme des résistants? Le débat n'est pas plus compliqué. Aller à l'abattoir comme Sankara est mort. Aujourd'hui, sa mémoire est toujours vivante. Mais il y en a qui meurent à 80 ans. Compaoré n'est pas encore mort. Mais dans le cœur des Africains, il est déjà mort. Parce qu'il a vécu comme un esclave du système néocolonial. La vie est une question de conviction. Et en Afrique, dans notre tradition, la mort n'est qu'une étape. Ne l'oublions pas. Et donc, par conséquent, les risques, vous avez parlé de géants comme Marion Gouabi, comme Patrice Emery Lumumba, comme Thomas Sankara, etc., etc., ils sont morts en géants. Et aujourd'hui, ils habitent le cœur des résistants que nous sommes. C'est ça la leçon à retenir. Nos présidents doivent être capables de cultiver le courage, de tuer la peur. Quand je vois le président Talon, dès qu'on parle de la question du franc CFA, ah non, non, on a l'impression qu'on marche sur des œufs. Je ne comprends pas. Un président si fort pour réprimer son opposition, ne vous inquiétez pas, je ne vous mettrai pas dans les problèmes, hein, mais qui est pourtant si faible quand il s'agit d'être dans la rétribution vis-à-vis de l'impérialisme d'Occident. Quelque part, c'est pas du réalisme aussi. Parce que le réalisme, dans les rapports de force... J'aime trop ce que vous dites. Je suis trop touché de ce que vous dites. Donc le réalisme, en Afrique, on a tellement intégré la lâcheté comme un paradigme politique qu'on appelle le réalisme le fait de baisser son boubou, le fait de baisser son dashiki, le fait d'écarter nos voix... je ne vais pas rentrer dans trop de poésie lugubre, mais on se comprend, du côté du postérieur. Ça, c'est devenu le réalisme politique. Ben moi, si c'est ça le réalisme, je préfère être un rêveur. Si le réalisme, c'est d'accepter, d'encaisser de l'extérieur de nos adversaires politiques, des pilleurs de nos ressources, eh bien, je préfère être en effet opposé à ce réalisme-là. Moi, je suis désolé. Il y a des gens qui prennent leurs responsabilités. Le président de Madagascar, dont on voit la tête ici, prend ses responsabilités. C'est risque et péril. Ah, c'est risque et péril. Mais on marque l'histoire en fonction des risques que l'on prend. Moi, quand j'étais jeune, on me disait, si tu t'engages sur cette voie, tu iras en prison. Je suis allé en prison 4 fois. Et après, je suis interdit de rentrer dans 4 pays par les dictateurs de la France-Afrique qui ont peur de notre audience. Et après, je suis surveillé par les services français et aussi les services africains, y compris de mon propre pays. Et après, ceux qui vivent avec la peur sont déjà morts. C'est un élément à retenir. Alors, Camille, à suivre vos propos, tout à l'heure, vous avez traité notre indépendance actuelle de sketch. Selon vous, quelle serait la réelle définition de l'indépendance africaine?
La réelle définition de l'indépendance africaine, c'est lorsque les principes d'autodétermination économique, d'autodétermination politique et d'autodétermination militaire sont réunis. L'autodétermination économique, comme nous le savons tous, n'est pas présente aujourd'hui à travers la problématique du franc CFA pour laquelle nous risquons nos vies. L'autodétermination militaire et l'autodétermination politique n'est pas non plus effective à travers la tenue constante des accords de coopération qui sont brandis ça et là, un peu partout, mais qui sont en réalité, lorsqu'on les étudie dans le fond, des accords de recolonisation et de pouvoir partagé entre les élites prédatrices françaises et les élites prédatrices corrompues africaines. Et donc, tant qu'il y aura une impossibilité de réunir ces trois facteurs comme trois boules de cristal quelque part, en aucun cas, on ne pourra parler d'autodétermination. Et je pourrais rappeler aussi, parce que c'est important, l'autodétermination sur le terrain métaphysique, sur le terrain culturel, parce que tôt ou tard, il faudra qu'on y arrive. Nos pères de l'indépendance disaient que les micronationalistes, c'est une chose, mais qu'il faudra que tôt ou tard, on arrive du nord au sud, de l'est à l'ouest, à la possibilité d'avoir une langue commune sur le continent africain. Même Kadhafi le disait. Nkrumah le disait, même Kadhafi le disait. Et beaucoup parlaient du Swahili. Il faut qu'on soit capable, moi quand je vois les Chinois, je suis fier de les voir. Vous comprenez? Ils sont dans leur monde, dans leur paradigme. Les Perses, pareil. Il faut qu'on soit capable de proposer un autre schéma aussi civilisationnel. L'indépendance passe par là. Mais ça ne sert à rien. Par exemple, si on commence à parler Swahili, mais que 90% des gens, enfin 90% que beaucoup ne le parlent pas, on n'aura rien pigé. Il faut y aller étape par étape. C'est peut-être nos enfants qui auront cette capacité-là. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans une zone, entre guillemets, dite francophone. Ça nous permet d'être compris de toute l'Afrique de l'Ouest dite francophone, de toute la diaspora francophone, d'accord? Les Caraïbes. Et d'ailleurs, j'ai dit la dernière fois, vous me permettez de corriger, j'ai dit que Monsieur Joseph était martiniquais, le professeur Joseph, Henri Joseph. Non, il est guadeloupéen. Ça, c'est important de le préciser aussi pour la petite correction. Donc, il faut un processus de changement réel dans le fond et dans la forme, un processus théorique et mis en pratique à travers des formations. On a des écoles. Les écoles de Ekolodja, par exemple, qui est une école panafricaine du côté du Ouida, faite par la famille Dja. Une école exceptionnelle, on va voir quelques images. On forme les enfants. On les éduque au patriotisme. On les éduque au panafricanisme. C'est la voie du succès. Nos élites ont été formatées dans un paradigme extérieur. Et on dit toujours que celui qui définit la circonférence de vos connaissances définira le diamètre de vos actions. Et donc, par conséquent, il est important de changer le braquet sur cette question. Donc, vous ne sembliez pas du tout d'accord avec le président Talon quant à enfin, la célébration de l'indépendance au Bénin. Mais néanmoins, dans son discours, il a reconnu, comme vous, que en réalité, nous ne sommes pas encore indépendants. Mais... Et c'est d'où, d'ailleurs, il en a appelé aux actions de développement afin d'arracher progressivement cette indépendance qui jusque-là n'est que nominale. Donc, bon, un peu à sa décharge. Monsieur le pro-Talon, vous me... On se connaît. Non, c'est de l'objectivité. Oui, l'objectivité talonienne en République de Patrice Talon, au royaume de Talon. Vous savez, mon cher Sénami, bien sûr qu'il reconnaît qu'on n'est pas encore complètement souverain, puisque lui-même participe au manque de souveraineté, en virant des hauts fonctionnaires qui se prononcent contre le franc CFA. Je vous le dis les yeux dans les yeux, en les virant. Monsieur Yves Augan. Oui, quand ils ont le tort de se prononcer contre le franc CFA, ou en mettant en garde à vue votre interlocuteur, le modeste, le petit, l'insignifiant Kémy Séba, qui lorsqu'il revient d'une mobilisation contre le néocolonialisme et contre la France-Afrique en Côte d'Ivoire, le ponte de la France-Afrique, M. Ouattara, se plaint auprès de son ami Patrice Talon, et le Patrice Talon fait menacer le petit Kémy Séba par son ancien ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, ou Saka Mafia, tout dépend de quel côté du Mans on se place. Je ne me permettrai pas ce genre de choses, moi je vous dis simplement ce que j'ai entendu, moi je suis quelqu'un de très poli, donc c'est Saka Lafia. Mais vous l'avez toujours reconnu, qui vous ont accueilli royalement à l'aéroport. Oui, ils m'ont reçu avec les honneurs à l'aéroport, en espérant que je ne parle jamais contre les dérives du régime.
Mais dès lors que j'ai commencé à critiquer la gestion du port qui était confiée à des Occidentaux au lieu d'être confiée à des opérateurs économiques africains, parce que notre président, le panafricanisme, quand c'est pour participer à des congrès bidons, il le fait. Mais quand il s'agit de confier des marchés importants à des opérateurs économiques africains, il préfère les donner aux Européens ou aux Chinois. Alors si c'est ça, en effet, reconnaître qu'il n'est pas souverain, mais il est pragmatique sur ce que j'estime, moi, être de la lâcheté politique. Et j'assume, je sais que toute l'équipe ici ne veut pas se prononcer sur ces questions. Il n'y a pas de problème. Je prends les responsabilités. Parce qu'il faut que quelqu'un ait le courage de dire les choses. Mais est-ce que cela ne serait pas la faute aux Africains eux-mêmes? Mais c'est tout à fait le rôle de mon message, puisqu'on a les représentants que l'on mérite. Et il est écrit dans certains livres des religions révélées, moi je ne fais pas d'apologie ici, mais il est dit, Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que le peuple ne change pas lui-même. Et donc, bien sûr que le peuple africain est responsable. Et plus particulièrement au Bénin, s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Parce que quand vous encaissez, vous encaissez, vous encaissez, il y en a dont c'est le métier d'encaisser, hein. On appelle ça les prostituées. Et je le dis avec poésie. C'est à chacun de voir ce qu'il veut faire. Mais vous ne m'enlèverez pas de la bouche que nos dirigeants se comportent avec lâcheté et qu'il est temps qu'on arrête de toujours parler de l'Occident et de ses méfaits. Il faut qu'on parle de nos dirigeants, ceux qui ont le manque de courage. Il y en a d'autres qui l'ont, progressivement. Oui. Il y en a d'autres qui l'ont, petit à petit, qui sont en train d'arriver peut-être à une situation... rupture, c'est un grand mot, mais une situation un peu plus équilibrée par rapport à l'Occident. Mais c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas des despotes vis-à-vis de leur population. Or, l'indépendance ne peut pas être opposée à la justice sociale. Parce que l'indépendance, c'est être indépendant du système de prédation capitaliste qui a asphyxié nos ressources et qui nous a transformés en petites piles à énergie qui fournissent toute leur force de travail à un système. Aujourd'hui, l'indépendance, c'est se débarrasser de ce système prédateur. Et ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Demandez à des pays comme la Bolivie, demandez à certains pays en Amérique latine, qui ne sont pas tous les plus à plaindre en ce qui concerne, entre guillemets, le développement. Il y a à méditer sur ces questions. Alors Camille, une autre question me passe par la tête, c'est si vous étiez à la place de ces dirigeants, quel serait le premier pas que vous auriez posé pour un début de changement? Le premier pas serait déjà de rompre les accords de coopération. Il faut arriver au pouvoir avec un acte fort. Le problème, c'est que nos dirigeants, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, le pouvoir en Afrique est tellement étourdissant, parce qu'on passe d'une situation plus ou moins normale à le pouvoir de vie ou de mort. Ce qui fait que même des gens milliardaires comme Talon, qui étaient riches avant d'arriver au pouvoir, ils se rendent compte que non seulement il était riche avant, mais là, il a le droit de vie ou de mort. Il n'a plus de concurrent. On est dans quelque chose qui nous rapproche, que Dieu m'en préserve de cette comparaison, mais même peut-être du divin. Et donc ces gens-là, ils ne veulent pas perdre leurs avantages, parce que c'est trop sucali, comme on dit. C'est trop sucré. L'importance, c'est d'être capable de réorienter nos populations vers un monde géostratégique multipolaire. Et dans cette multipolarité, rompre le braquet, rompre la connexion avec la France. Parce qu'on a un cordon ombilical malsain. Quand vous êtes lié au cordon ombilical, normalement, vous êtes nourri de quelque chose. Mais nous, on est lié au cordon ombilical, mais on se fait piller. On ne reçoit rien. Donc il faut rompre ça. Il faut voir le monde géostratégique en fonction des différentes alliances qu'il y a. L'une des autres actions phares qui devraient être effectuées, et qui ne sont pas de la théorie, parce que c'est ce que je vis, c'est ce que je fais, c'est ce que nous bâtissons, c'est valoriser systématiquement nos productions locales. Parce que moi, je n'ai rien contre les populations autres, hein, qu'elles soient libanaises, etc. et tout, mais je suis africain d'abord. Et en tant qu'Africain, il faut valoriser les produits de chez nous. On est en période sanitaire aujourd'hui, mais on a des produits, et j'en parle, très important, en période où les gens nous parlent de passe sanitaire, etc. Moi, je ne vais pas me prononcer sur ces questions, mais nous, on a des produits qui soignent face aux maladies, que ce soit du palu jusqu'à la maladie dont on parle tous aujourd'hui. Le thé d'Artemisia, des plantes locales, d'accord? Le thé de moringa, qui nous soigne, qui nous préserve. Ça, ce sont les produits de chez nous, et qu'on trouve un peu partout. Le thé de Kinkeliba, qui guérissent. Ça, ce sont des exemples de... Moi, je ne parle pas juste en théorie, je parle en pratique. On va mettre le site pour ceux qui veulent commander, parce que la meilleure des indépendances, ça commence déjà par l'indépendance sanitaire.
être indépendante vis-à-vis des lobbies pharmaceutiques qui se font de l'argent sur notre dos. Et le thé d'artémisia, on le voit aussi ici, on a toutes sortes de composantes, il y a le site là où vous pourrez voir tout ce que vous voulez. En plus pour pas cher, parce que nous on fait en sorte que ça puisse être accessible à tout le monde. Et bio, et c'est vendu aux 4 coins du monde. D'accord? Par la boutique en ligne du centre commercial Afro. Donc ça c'est du placement de produits anti-impérialiste. La souveraineté alimentaire. Vous ne pouvez pas parler d'indépendance si vous êtes à chaque fois en train de consommer le riz des autres. La nourriture des autres. Je sais que vous aimez ça. La dernière fois, je vous ai vu là-bas. Non, je rigole. Non. Mais, il y a une évidence. On doit être capable de valoriser notre propre patrimoine. Sans quoi on n'ira nulle part. Et même si on veut prendre, je terminerai par là, la nourriture des autres, faisons-la avec nos aliments à nous. Pas avec leurs aliments à eux. C'est comme ça que l'autodétermination se construit, entre autres. C'est comme ça que l'autodétermination se construit, entre autres. C'est sur ces paroles de fin de Kemi Seba que je clôture cette émission. Merci Kemi d'avoir opiné sur ce sujet. Merci à vous, Senami, d'avoir partagé ce plateau avec moi. De nombreux Africains pensent que la France les a trompés en leur octroyant des indépendances vidées de tout leur contenu. C'est pourquoi, dans une bonne partie de l'Afrique francophone, on assiste à une montée du sentiment anti-français. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.